Une carrière professionnelle bien remplie, mais sûrement le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Les joies de la maternité. Pendant des années, elles ont préféré ne pas avoir d'enfants. Ma priorité, c'était avant tout de réussir mes études. Donc je ne sortais pas beaucoup, j'étais constamment dans mes livres, dans mes examens. Pas de vacances, pas de week-end. Commencer tôt et finir très tard. Je suis tombée enceinte, j'avais 19 ans. C'était ni le bon moment, ni la bonne personne, voilà. Et donc, j'ai décidé d'avorter. Regretter d'avoir pris cette décision? Oui, beaucoup. Tous les jours, j'y pense, tous les jours. Je me suis dit, j'ai le temps, mais il est peut-être un peu trop tard. Mais malgré les regrets, comment faire pour envisager la vie autrement? Si je rencontre une personne et qui me dit j'ai des petits-enfants, des enfants, là oui, je me dis je vais pouvoir combler un manque qui existe toujours. Pour moi, il était temps que j'arrête. J'ai dit, je vais changer d'air et peut-être que là, je vais trouver le prince charmant qui va bien vouloir de moi. Là, vous allez recevoir une tonne de courriers parce que vous êtes très touchante. Vous pensez? Ouais. Faut qu'il aime les chevaux Sophie. ou pas? Faut qu'il aime Pas les chevaux. forcément. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Toute une histoire. Bonjour Véronique. Il vous tenait très à cœur d'être parmi nous aujourd'hui sur un sujet encore très tabou. En préparant cette émission, vous nous avez confié avoir vécu dans l'insouciance pendant des années. À 51 ans, quel bilan tirez-vous de votre vie? Eh bien, à 51 ans, voilà, j'ai fait un peu le bilan de ma vie. C'est vrai que j'ai un très grand regret et un très grand manque, celui de ne pas avoir eu d'enfant. Et c'est quelque chose auquel je pense assez quotidiennement, voilà. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, c'est quelque chose que je n'oublie pas. Que vous regrettez? Oui, je regrette de ne pas avoir eu d'enfant, oui. Tout à fait. Alors, nous allons revenir sur votre parcours Oui. et tenter de comprendre ce qui vous a amené à éprouver ces regrets aujourd'hui. À 20 Oui. ans, quels étaient vos rêves de jeune fille? Mais à 20 ans, j'étais une élève studieuse, donc ma priorité, c'était avant tout de réussir mes études. Donc je ne sortais pas beaucoup, j'étais constamment dans mes livres, dans mes études, dans mes examens. Qu'est-ce que vous faisiez comme études? J'ai fait des études d'anglais à l'université et ensuite j'ai passé un concours pour devenir enseignante. Et donc c'est vrai que j'étais assez solitaire, j'avais peu d'amis, je n'avais pas du tout de vie sentimentale. Donc voilà, je ne pensais pas du tout à la maternité à cette époque. Jusqu'à quel âge vous n'aviez pas de vie sentimentale? J'ai commencé à sortir lorsque j'ai terminé mes études, assez tardivement peut-être, vers 24 ans, 25 ans. Et là, j'ai commencé un peu à faire des rencontres. Alors, à l'âge de 30 ans, vous êtes tombée amoureuse. Oui. Vous aviez des projets avec cet homme? Eh bien, c'est vrai que cet homme avait des projets avec moi plutôt, puisqu'il souhaitait effectivement fonder une famille. Moi, je souhaitais envisager une relation avec lui durable, mais je n'étais pas encore prête à avoir un enfant avec cette personne. Pour moi, c'était trop tôt et je n'étais pas encore certaine que c'était la bonne personne. Donc, la relation s'est terminée assez brutalement. C'est lui qui m'a quittée. Et Pour cette raison-là? Je ne sais pas, parce que finalement, il m'a quittée très brutalement. Et lorsque je lui ai posé la question pour savoir la raison de cette rupture, il ne m'a pas vraiment donné de réponse ou pour moi des choses qui n'étaient pas des vraies raisons. Donc vous avez bien fait de penser que c'était peut-être pas la bonne personne. Peut-être, effectivement. Après, je me suis dit que si j'avais eu un enfant avec cette personne, peut-être que j'aurais pas regretté d'avoir un enfant, mais je peut-être regretté d'avoir fait ce choix. Vous avez mis du temps à vous remettre de cette rupture? J'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis au moins plusieurs années parce que j'avais un peu idéalisé cette personne. Et malgré le fait que je n'étais pas certaine de vouloir d'avoir des enfants tout de suite, je ne l'excluais pas. Donc c'était quelque chose que je pouvais envisager. Mais pour moi, 30 ans, c'était encore trop tôt. J'avais encore envie de profiter de la vie. Je suis quelqu'un d'assez indépendante. Et j'avais envie plutôt d'avoir des loisirs avec lui, de faire des voyages. Et je voulais rester avec cette personne, mais sans, pour le moment, avoir d'enfant. Comment vous en êtes remise de cette rupture? C'était difficile, j'ai mis 4 ans à m'en remettre, je pense. Et ensuite, j'ai essayé de me tourner vers d'autres personnes et j'ai fait des démarches pour faire des rencontres avec d'autres personnes.
Et quel genre de relation vous avez connu? J'étais plutôt partie voilà, sur des relations de sortie. Je faisais partie de clubs de célibataires. J'allais dans certaines soirées de célibataires. Je répondais à des annonces. Mais c'est vrai que je rencontrais une personne autour d'un verre au restaurant et c'était jamais la bonne personne. Donc à chaque fois... Vous n'êtes pas retombée amoureuse? Pas vraiment, non. C'était des personnes que je rencontrais, mais en me disant, bon, il faut que je trouve quelqu'un, mais j'ai pas eu vraiment le déclic, voilà, à cette période. Et plus tard? Eh bien, à partir de 38 ans, j'ai eu un petit peu comme un déclic par rapport à la maternité. Et je me suis dit qu'il y avait l'horloge biologique, que le temps passait trop vite et qu'à ce moment-là, il fallait vraiment penser à rencontrer quelqu'un, non pas pour sortir ou voyager, mais vraiment pour fonder une famille. Et que ça pouvait être compliqué au niveau médical. Et là, je me suis mis un peu comme une certaine pression à ce moment-là. Et alors, ça vous a fait rencontrer quelqu'un? Eh bien, j'ai rencontré des personnes à cette époque parce que c'est vrai que peut-être je sortais plus, je faisais vraiment toutes les démarches possibles. Et là, j'ai rencontré des personnes qui me plaisaient, avec qui j'aurais bien voulu avoir des enfants, mais à qui malheureusement je ne plaisais pas. Donc, il n'y avait pas la réciprocité. Et voilà pourquoi je me suis un petit peu découragée à ce moment-là. Peut-être qu'ils sentaient la pression. Effectivement, je pense que dès que je rencontrais... Vous ne vous en cachiez pas. Voilà, dès que je rencontrais quelqu'un, tout de suite, je parlais engagement, je parlais famille, je parlais enfant. Et je me trouvais face à des hommes, soit qui avaient déjà des enfants, donc qui n'étaient peut-être pas dans la même attente que moi. Et donc, je leur mettais un peu la pression. Et c'est vrai que peut-être ça les faisait un peu peur et ça les faisait peut-être un peu fuir aussi. Voilà, parce que j'étais vraiment dans une grande demande à ce moment-là. Et voilà, c'était la course contre la montre un petit peu. Donc aujourd'hui, vous faites le deuil d'un enfant. Vous êtes en train de faire le deuil d'un enfant ou vous pensez à d'autres méthodes pour avoir un enfant? Eh bien, c'est vrai que j'ai commencé à faire le deuil, je pense, quand ça a été trop tard, c'est-à-dire à 44 ans. Bon, là, c'était vraiment trop tard. Et là, je me suis dit que de toute façon, il fallait plutôt regarder de l'avant, que de toute façon, je ne pouvais pas retourner en arrière. Et que maintenant, je continue de rechercher quelqu'un, j'ai continué de rechercher quelqu'un, mais il n'y avait plus cette pression. Et je pense que du fait d'une plus grande peut-être sérénité dans la recherche, ça se passe peut-être mieux maintenant. Voilà. Et si ça vous arrivait maintenant? Alors, si ça m'arrivait maintenant, au départ, moi, je n'exclus pas le fait d'adopter. Pourquoi? C'est pas, voilà, si je rencontre une personne qui est d'accord pour adopter, pourquoi pas? Et puis, en même temps, moi, ce qui me ferait plaisir aussi, c'est de rencontrer quelqu'un, soit qui a déjà des enfants, voire des petits-enfants. Voilà, il y a toujours ce manque qui est là. Et c'est vrai que si je rencontre une personne et qui me dit, j'ai des petits-enfants, des enfants, là, oui, je me dis, je vais pouvoir combler un manque qui existe toujours. Frédéric Farigot est avec Bonjour, nous. Sophie. Vous êtes notre psychothérapeute de couple. Quelle lecture faites-vous du témoignage de Véronique? Il y a plusieurs choses, puisque là, elle en est au stade, effectivement, d'être dans ce deuil d'une maternité. Mais ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est qu'on voit qu'à chaque étape de votre vie, soit c'était vous qui n'étiez pas dans ce désir, soit les personnes que vous aviez en face de vous ne l'étaient pas. Oui. Donc, c'est comme si cette maternité a toujours été empêchée. Oui. Et ça, le désir d'être mère ou non, ça a vraiment à voir avec notre propre filiation. Donc je crois que c'est aussi important pour faire ce deuil le plus sereinement possible, c'est de comprendre qu'est-ce qui a fait que dans votre histoire, cette maternité a été empêchée et que cette transmission du désir d'être mère n'a pas pu se faire. Oui. Et je trouve ça important pour assumer le fait de ne pas être mère, de comprendre cela et de faire un retour sur sa propre histoire. Et souvent, moi, les femmes que je reçois qui n'ont pas eu d'enfants, il y a vraiment un lien particulier à leur propre mère et qui explique effectivement la difficulté à transmettre ce désir, mais aussi à l'assumer sans que ce soit un lien trop aliénant. Parce que les femmes qui ont du mal à être mères ont peur de ce lien. Tout à fait. Oui, il y a une angoisse à l'idée d'être mère aussi. Par rapport à ça. Oui, voilà. tout à fait. Par rapport au fait de perdre sa liberté, par rapport au fait d'être dans un lien qui met dans une dépendance. Tout à fait. Et dans quelque chose qu'elle voit comme extrêmement aliénant. Oui. Donc, interrogez le rapport à votre propre mère. Et souvent, ce sont des mères soit absentes, soit beaucoup trop étouffante ou une éducation extrêmement stricte et contraignante qui fait que envisager un lien affectif,
on le fait sous l'angle de quelque chose de très contraignant ou d'une relation qui n'a pas pu se créer. Donc je crois que c'est vraiment important pour s'apaiser à l'âge que vous avez, être en paix avec cette histoire, comprendre qu'est-ce qui a fait que tout cela a pu être empêché. Tout à fait. Alors, vous avez une idée? Quel était le lien que vous aviez avec votre mère? Je pense que... Elle était trop présente, voire étouffante, ou plutôt absente? Je pense qu'il était... Non, c'était un lien normal. Mais en même temps, moi, c'est vrai que je suis effectivement, peut-être, il y avait beaucoup de... Par rapport à cette maternité, il y avait beaucoup d'angoisse. Par rapport à la peur un petit peu d'être abandonnée, de ne pas savoir assumer, de pas... La peur d'être abandonnée? Abandonnée par le père ou voilà de... Mais alors ça, c'est quelque chose que vous revivez de votre enfance? Que vous avez vécu en tant qu'enfant? Je ne sais pas, mais bon, il y a certainement... Votre père était présent? Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'au moment de cette maternité, il y avait quand même certainement des angoisses. Et puis aussi le Mais ça vous est déjà arrivé d'être abandonnée? Ah non, j'ai jamais été abandonnée du tout, non. Mais non, j'ai pas été abandonnée. Mais il y avait, je pense que les peurs, elles étaient un peu de, voilà, il y avait la peur de pas pouvoir assumer l'enfant, la peur effectivement d'être abandonnée, et puis la peur aussi de me tromper de personne, une grande exigence aussi par rapport à la recherche de la personne. Je pense qu'il y avait aussi ça. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'exigences par rapport à la personne. J'attendais beaucoup de la personne, et j'attendais aussi beaucoup quelqu'un pour moi. Au départ, voilà. Mais souvent, ce niveau d'exigence trop élevé, effectivement, c'est un mécanisme de défense qu'on met en place pour masquer cette peur et cette angoisse que déclenche l'idée d'avoir à assumer la responsabilité qui paraît énorme d'un enfant. Et là, ça a peut-être plus à voir dans votre cas avec un manque de confiance en vous, dans vos ressources. Je pense, oui, tout à fait. Oui, je pensais que peut-être j'étais pas assez, peut-être entre guillemets, bien pour justement être avec. Enfin, que j'avais très peur de ne pas être à la hauteur aussi. De ne pas vous sentir capable. De ne pas me sentir capable. De mener à bien cette maternité. Voilà. Et a fortiori, si la personne vous laisse. Donc, puis cette peur de l'abandon, elle accentue ça. Vous êtes enseignante aujourd'hui? Oui. Vous avez des élèves de quel âge? J'ai les élèves de la maternelle au CM2. Et bon, j'ai choisi un métier avec les enfants. Mais bon, dès le départ, c'était ce que je voulais faire. Donc, qui me plaît beaucoup. Et, rien à voir avec l'anglais? Non, mais bon, c'était un choix. Au départ, j'hésitais entre plusieurs options. Mais il n'y a pas un lien entre le fait que vous vous sentiez capable professionnellement d'assumer des enfants? Voilà, au départ, peut-être que je me suis dit, si j'ai pas d'enfants, je serai en contact au moins avec les enfants. Ça ne sera pas les miens. Mais comme si vous aviez choisi dès le départ de ne pas en avoir. Inconsciemment peut-être. Alors qu'au départ, pour moi, je n'avais pas choisi. Mais peut-être que c'était comme une manière de me protéger en disant... Bon, vous êtes d'accord, Frédéric? Oui. C'est une piste possible? Absolument. Un environnement d'enfants, alors que... Oui, et c'est aussi une manière de transmettre à des enfants, parce que qu'est-ce que c'est avoir un enfant? C'est dans la transmission. Voilà. Donc, il n'y a pas une seule manière de transmettre. Donc, c'est aussi important de dire, oui, peut-être je n'ai pas eu d'enfant, mais je transmets des choses aussi à des enfants, et c'est important, et ça donne du sens aussi à l'existence. Tout à fait. Christiane, bonjour. Bonjour. Vous avez 37 ans et vous non plus, vous n'avez pas d'enfant. Alors, il y a quelques années, vous avez eu l'occasion à plusieurs reprises de devenir maman, mais vous avez fait d'autres choix. Racontez-nous. Alors, j'ai renoncé à être mère 3 fois, c'est-à-dire que j'ai fait des avortements clandestins dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et du coup, ça m'a empêchée d'être mère. Voilà. Pourquoi vous avez choisi d'avorter? Alors, je suis issue d'une famille assez chrétienne, on va dire, et très catholique, très fervente. Et de par l'environnement où j'ai grandi, je ne me voyais pas supporter une grossesse et continuer mes études scolaires en même temps. Et vous êtes tombée enceinte à quel âge? Je suis tombée enceinte vers 20 ans. Voilà. Vous vous êtes dirigée vers quelles études? Alors, j'ai fait des études de lettres, parce que j'aimais bien le français, et j'ai fait une licence en lettres.
Donc à l'âge de 20 ans, vos premières copines sont tombées enceintes. Tombées enceintes, la plupart, oui. J'ai des copines qui sont tombées enceintes. En Afrique, ça arrive que les filles elles tombent enceintes à l'âge de 20 ans, 18 ans, oui. Ça arrive. Vous aussi, donc ça vous est arrivé, ça a dû être douloureux de faire ce choix? Au début, non. Je l'ai fait comme ça, Vous aviez quel âge alors quand vous êtes tombée enceinte? Alors, quand je suis tombée enceinte, j'avais 19 ans. Voilà. Et donc, j'ai décidé d'avorter, tout simplement. Donc ensuite, vous vous êtes lancée dans vos études et puis vous êtes à nouveau tombée enceinte à l'âge de 24 ans. Oui, c'est ça. Et je suis tombée enceinte à nouveau. Et là encore, c'était pas le bon moment? C'était pas le bon moment, c'était ni le bon moment, ni la bonne personne, voilà. Donc là encore, vous avez dû prendre cette décision douloureuse. Douloureuse, oui. Parce que c'est pas une décision, surtout la deuxième fois. Tout à fait, et puis dans des conditions assez... difficiles, terribles même, atroces. En Afrique? En Afrique. Voilà. C'est un épisode assez douloureux pour moi. Et c'est finalement à l'âge de 28 ans que votre désir de maternité s'est fait ressentir. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Alors, cette année-là, je trouvais que... Voilà, je prenais de l'âge. Et j'avais rencontré quelqu'un avec qui je voulais... C'était pas la bonne personne non plus, mais je voulais faire un enfant, essayer. Vous saviez que c'était pas la bonne personne? Parce qu'il y avait pas le feeling entre nous. Mais bon, je voulais faire un enfant juste pour voir ce que ça fait. Même si le papa ne restait pas? Même si le papa ne restait pas, parce qu'en Afrique, la plupart du temps, les filles elles font des enfants comme ça, pour faire un enfant. Parce que chez nous, une femme sans enfant, c'est pas une femme. Voilà. Et donc... vous aviez un travail pour pouvoir l'assumer? Oui, j'ai enseigné comme prof de français dans le privé. Lui, il était d'accord, cet homme-là? Oui, cet homme-là était d'accord. Donc, vous êtes tombée enceinte? Oui. Et j'ai dû avorter à nouveau. Pourquoi? J'ai avorté parce que j'étais prête au début et après, je ne me sentais plus prête. Et j'ai dû avorter à ce moment-là. Et j'ai avorté parce que je ne le sentais pas. Donc, à nouveau dans des conditions difficiles? Toujours dans des conditions difficiles. Les 3 avortements que j'ai faits, ils se sont passés dans des conditions difficiles. Et vous n'avez pas gardé de séquelles physiques? Si, j'ai gardé des séquelles physiques parce que mes trompes ont été abîmées, et il y a des fibromes qui se sont formés et là, j'en souffre. Voilà. Alors, à 32 ans, vous avez rencontré l'homme de votre vie. Oui, j'ai rencontré un Français. 2 ans plus tard, vous êtes venue vous installer à Rouen. Oui. En tombant amoureuse de cet homme, qu'est-ce que vous avez réalisé? Alors, j'ai réalisé que c'est une chance pour moi parce que je voulais voir la France, vu que j'enseignais le français déjà. Et je voulais venir parce que je me suis dit que c'est une seconde chance que Dieu me donne. Étant chrétienne, je dis ça étant chrétienne, parce que Dieu me donne cette chance-là pour venir dans un pays développé, pour pouvoir me soigner, en griffe, voilà. Me permettre d'avoir accès à la médecine de pointe pour pouvoir me soigner. Parce qu'en Côte d'Ivoire, j'avais fait des examens qui avaient révélé que mes trompes étaient carrément abîmées et tout ça. Et que c'était une situation désastreuse, en fait, pour moi. Voilà. Psychologiquement, vous éprouviez de la culpabilité d'avoir eu recours à ces 3 interruptions de grossesse? Oui, tout à fait. Psychologiquement, c'est très, très, très dur. Hein. C'est très difficile. De ne pas oublier, tous les jours, j'y pense, tous les jours, tous les jours. Regrettez d'avoir pris cette décision? Oui, beaucoup. Beaucoup. Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que vous ne parvenez pas à tomber enceinte? Tout à fait. Avec mon mari, j'arrive pas à tomber enceinte. Et c'est difficile, ça crée malheureusement un climat délétère à la maison parce qu'on n'a pas d'enfants, c'est triste, voilà. Vous avez eu recours à des traitements? Et là, je suis en instance d'avoir recours à des traitements en PMA, voilà. Vous n'avez pas commencé encore? Pas encore, oui. Mais je suis sur le point de... Vous avez été soignée déjà? Déjà, oui, oui. Mais par contre, on m'a
dirigée vers un centre de PMA. Voilà. Bon, bah, tous les espoirs sont permis. Peut-être, parce que quand je vois j'ai vu des émissions récemment où il y a des femmes qui ont raconté leur parcours et c'est pas toujours facile, toujours évident de réussir sa première fille. C'est pas toujours facile, mais parfois ça marche, même si Parfois, ça marche pas la première fois. Ça marche quand on n'a pas de problème. Moi, à mon niveau, j'ai des problèmes, déjà des fibromes, des trompes qui sont abîmées. Et j'y crois, mais bon. Frédéric, témoignage émouvant, bouleversant. Oui, je suis touchée et puis par ce parcours quand même très très douloureux. 3 IVG, cette répétition qui traduit quand même quelque chose, il y a un blocage qui est d'un ordre plus psychologique. Parce que, si vous voulez, le fait de répéter, on peut désirer un enfant inconsciemment et ne pas en vouloir consciemment. Oui. Par contre, je vais vous indiquer quelque chose, c'est que j'avais un rapport très difficile avec ma mère, chose que vous avez précisé tout à l'heure, parce que ma mère était très, très stricte. Oui. Et du coup, je la craignais beaucoup, ma mère. Et ces IVG répétés traduisent quelque chose dans ce lien difficile à votre mère. Tout à fait. Ils traduisent un conflit intérieur en vous, c'est-à-dire que vous pouvez aussi peut-être... Ça, c'est une hypothèse, puisque vous avez parlé du milieu modeste d'où vous venez, et c'est une forme de réussite sociale d'être devenu professeur. Et c'est comme si, je sens que vous avez été investi par votre famille, peut-être par votre mère, de cette mission de réussir. Oui, tout à fait. Et parce du que coup, je suis l'aînée de la famille, donc eux, ils me portaient comme un flambeau. C'est ça. Ils ne voyaient pas Christiane en train de faire un enfant. Exactement. Voilà. Et du coup, même si vous en aviez le désir, ça s'était empêché par la mission qu'on vous a mise sur les épaules. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, ils ont été au courant, vos parents, de vos interruptions? Pas du tout, ils auraient été scandalisés, choqués. Mon père est très chrétien, très croyant et ma mère Ils vont aussi. l'apprendre aujourd'hui? Comment? Ils sont toujours en vie? Oui, ma mère, elle a appris récemment et elle n'en revenait pas. Et je crois qu'elle a peut-être essayé de faire son mea culpa, essayer de dire, parce que moi, je lui ai parlé une fois, je lui ai dit, si tu n'avais pas été aussi rude, stricte avec moi, je t'aurais expliqué, si elle avait été une mère maternante comme mon père l'a été, je n'aurais peut-être pas fait ça. Oui, et vous seriez peut-être autorisée à avoir un enfant à 20 ans, à 24 ans? Oui, tout à fait, oui. Comment ça se passe à Rouen? À Rouen, ça va. Vous enseignez là-bas? Non, je travaille en périscolaire, je travaille à la cantine avec les enfants et le soir, je fais l'aide de devoirs, voilà. Donc vous êtes entourée d'enfants? Entourée d'enfants. Comme Véronique. Voilà. Entourée d'enfants. Ah ouais. Voilà. Bon, et Florence, vous aussi, vous êtes entourée d'enfants? Non, je suis entourée de chevaux. Oh, bon, il y a peut-être un petit rapport. Ce sont vos enfants. Voilà, petits et grands. Alors, vous êtes une passionnée d'équitation. Pendant des années, vous avez mené une carrière de jockey et d'entraîneur qui vous a comblé. Oui, une carrière professionnelle bien remplie, Ouais. mais sûrement le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Les joies de la maternité. Et quel âge vous avez? Je parais si jeune que ça. Vous avez quel âge? 44 ans. Alors, tout est possible encore. Il y a plein de femmes qui ont un enfant à cet âge-là aujourd'hui. Ah bah vous me redonnez le sourire alors. Bah, c'est vrai, vous le savez. Pour moi, ça met quand même un frein. Parce que je trouve que 44 ans, c'est déjà un âge avancé. Et si j'ai à le faire, c'est vraiment maintenant. Bah ouais. Voilà. Il y a un fiancé? Pas de là à avoir un enfant avec lui. Ah. Donc, Bon, à quel âge est née votre passion pour le cheval? très jeune, des parents turfistes, donc on a été baignés toute notre enfance dans les chevaux. Quelle région? Caen. Un frère qui est mon aîné, qui est jockey déjà, qui m'a montré la voie et très vite j'ai intégré une école de jockey à Chantilly. Et ensuite, en alternance chez un patron, j'ai commencé à faire mes débuts en... Je ne savais pas qu'il y avait des jockeys femmes, moi. Il y en a beaucoup? Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut être petite? Vous n'avez pas l'air très petite? Je ne suis pas très grande. Ah bon. Non, je ne suis pas très grande, mais bon, moi, c'était au trot. C'est surtout en plat. En plat où il faut être
Il faut être très fine. Bon, voilà, donc j'ai intégré l'école de Chantilly à 15 ans. Et ensuite, en alternance chez un patron, où là, j'ai commencé à goûter les joies de la compétition en tant qu'apprenti. Ça s'est bien passé, même très bien passé. J'ai eu de la chance de monter de très bons chevaux, parce que pour gagner des courses et réussir sa carrière professionnelle, il faut être associé à des bons sujets. Mais il faut faire des sacrifices. Mais il faut faire de très gros sacrifices. Quel genre? C'est-à-dire que vous mettez votre vie privée de côté. Pas de vacances, pas de week-end. Le lundi au Croisé-la-Roche, le mardi à Bordeaux, le jeudi à Cagnes-sur-Mer, un peu de Strasbourg en remontant et un petit peu de... Parce qu'il y a des compètes partout, là Oui, voilà. Oui, on peut courir tous les jours, donc partie presque tous les jours, commencer tôt et finir très tard. Puis il faut surveiller son poids, il faut faire gaffe à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à ce qu'on fume. Oui, bon, manger, boire, fumer avec modération. C'est quoi la taille maximale? Je dirais que... Mais vous mesurez, vous? Moi, je mesure 1m60. Donc, beaucoup de sacrifices. Mais un vrai plaisir de réussite, quand même. Vous êtes éclaté, quand même, en restant au plus haut niveau. Oui, j'ai eu la chance, en plus, de faire des bonnes rencontres. À 22 ans, j'ai eu la responsabilité... Enfin, 21 ans, j'ai eu la responsabilité d'une écurie. Un propriétaire m'avait repéré et il m'a demandé de travailler pour lui et de gérer l'entreprise. Donc ça faisait très tôt, 21 ans, en étant une femme dans un milieu d'hommes. Donc vous êtes devenu entraîneur? Oui, je suis devenue entraîneur. Donc, vous étiez respectée par les hommes? C'est-à-dire que le succès amène le respect. Mais est-ce qu'on parvient à rester féminine quand on fait ce genre de boulot, au milieu des hommes, qu'on doit s'imposer? Non, c'est vrai qu'on délaisse un petit peu ce côté-là. Bon, moi, je suis plutôt garçon manqué depuis mon jeune âge. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que j'ai choisi un métier d'homme, à la base. Mais quand même attiré par les hommes? Ah, complètement. Non, vous pourriez être garçon manqué jusqu'au bout. Non. D'accord. Bon, et donc, vous avez vécu des histoires d'amour? Ah oui, heureusement pour moi quand même. J'ai pas goûté à la maternité, mais j'ai quand même eu des relations. Ouais. Des relations furtives, je dirais, parce que quand vous êtes jamais là, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai vécu un petit peu avec, mais il faisait la même profession que moi. Donc quand moi j'étais à Bordeaux, lui il était à Strasbourg. Donc ça complique les choses. Vous arriviez à vous retrouver? De temps en temps, on se croisait, oui. Donc après, ça s'enchaîne plus ou moins bien. Puis ça finit par des infidélités, et puis ça finit par une rupture. Et puis on se dit que dans un couple, dans le métier que je fais, de faire le même métier, c'est pas terrible. Le désir d'enfant, il s'est manifesté à partir de quel âge? Assez tôt. J'ai toujours aimé les enfants. Mais c'était quand même incompatible. Si vous étiez tombée enceinte, vous n'auriez pas pu continuer votre carrière de joker? Joquette ou jockey. Ah, pardon. Joquette? Joquette, si on veut. Mais c'est jockey qu'on dit. Joker, je dis? Joker, non, c'est quand on ne veut pas répondre à une question. Pardon. Donc, Donc, jockey ou joquette? Non, joquette, c'est pas terrible. Joquette. Non, on va dire jockey. D'accord. Alors, donc, à partir de quel âge? Je dirais tôt, mais voilà, j'ai eu des... Dans ma vie, au tout début, professionnelle, il y avait des filles donc, qui m'entouraient, qui étaient âgées de 3, 4, 5 ans plus vieilles que moi. Et elles ont décidé très tôt, entre 25 et 30 ans, d'avoir un enfant. Et je les ai jamais revues. C'est-à-dire que quand elles ont stoppé leur carrière sportive, elles ne sont jamais revenues au niveau. Donc je me suis dit, j'ai la chance d'avoir un très bon travail, de passion. Je me suis investie vraiment à 200%. Je me suis dit, si vraiment tu veux réussir ta vie professionnelle, il faut que tu attendes un petit peu. Donc je me suis dit, j'ai le temps, mais aujourd'hui je me rends compte que il est peut-être un peu trop tard.
Alors, c'est à l'âge de 41 ans que vous avez pris conscience que le temps avait filé à toute vitesse. Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il y a eu un renversement de situation. J'ai été entraîneur pendant 20 ans pour la même personne et j'ai décidé de le quitter donc à 41 ans. Par lassitude, par fatigue de ce métier très prenant qui me laissait aucune place dans ma vie privée. Et je me suis dit, si tu as quelque chose à construire, c'est peut-être maintenant. Mais il y avait un monsieur? Il y en avait. Mais sûrement pas le bon. Bah non, s'il n'est plus là. C'est que c'était pas le bon. Ça, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti, vous avez fait quoi? Eh ben, j'ai quitté mon entreprise pendant 2 ans. J'ai galéré un petit peu parce que bon, quand on quitte un poste comme ça, déjà moralement, ça met un coup. Pas de personne avec moi pour m'épauler dans un moment aussi difficile. Mais vous aviez toujours ce désir de se dire, les mois, les années avancent et j'en suis toujours au même point. C'est bizarre que vous ayez quitté ce poste sans avoir prévu ce que vous feriez après? Ou vous n'avez peut-être pas choisi de le quitter, ce poste? Non, peut-être qu'on m'a poussé un petit peu vers la porte de sortie, mais c'était aussi un choix que, pour moi, il était temps que j'arrête parce que je commençais vraiment à fatiguer et bon, on peut pas pendant 20 ans, si on peut, parce que je l'ai fait, mais ça laisse des traces. Et pour avoir une vie de couple et avoir un enfant, il faut être plutôt plus zen, enfin, pas mener la vie que j'ai menée pendant 20 ans. Il faut donc vous avez galéré pendant 2 ans et aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, j'ai repris un poste à responsabilité chez M. Gallorini, mais moi j'étais dans le trop. Gallorini? Gallorini. Et dans Gallorini, il y a? La galop. Forcément. Voilà. Florence se lance dans le monde du galop. D'accord. Et donc. Ça veut dire quoi, que vous montez à nouveau? Non, j'ai arrêté de monter. Maintenant, j'ai un poste un petit peu, entre parenthèses, de responsable où j'ai moins de travail à faire, j'ai moins de pression que par le passé. Donc ça me donne un esprit plus libre et plus tranquille. Et je me dis que voilà, je rencontre des gens, des nouvelles personnes. Pendant 30 ans, j'ai côtoyé les mêmes personnes. J'en ai fait un petit peu le tour, j'en avais un petit peu marre. Donc j'ai dit, je vais changer d'air et peut-être que là, je vais trouver le prince charmant qui va bien vouloir de moi. Oh. Et alors, à quel point ce désir d'enfant vous trotte-t-il dans la tête? À quel point... Ça galope? Oui, je dirais que maintenant, ça, après avoir trotté, ça a galopé. Mais je vous dis, je me suis un peu... Enfin, c'est pas que j'y pense moins, mais je me suis fait une raison. Je me suis dit que voilà, la vie, on n'était pas ainsi. J'ai pas eu d'enfant. Peut-être que... Voilà, pour réussir sa vie professionnelle, il faut passer à côté de ça, sûrement. Non. Vous cherchez quel genre? Un genre gentleman farmer avec le velours côtelé Non, je cherche la bonne personne, la personne qui est gentille, qui va m'apporter du bonheur. Il faut qu'il aime les chevaux quand même. Des câlins, parce que moi je câline mes chevaux tous les jours, mais c'est pas pareil, j'aurais besoin un petit peu que... Là, vous allez recevoir une tonne de courriers, parce que vous êtes très touchante, attendrissante, il y en a un qui va craquer là. Vous pensez? Ouais. Faut qu'il aime les chevaux, Sophie. ou pas? Faut qu'il aime pas les forcément. Bon, pas forcément. Non, parce que le soir, comme ça, on discutera autre chose que tes chevaux. Qu'il soit plutôt en Normandie quand même. Il peut aimer les vaches. Il peut être sur Paris. Hein. Ah, il peut être sur Paris aussi. Oui, je suis à Maison Lafitte maintenant depuis 2 mois et demi, donc. Pas de genre physique particulier? Pas non plus trop beau, parce qu'après on a du mal à les garder quand ils sont trop beaux. Vous savez, parfois les... Bon, bref, Frédéric. Alors, Frédéric, oui. Très touchante. Je suis d'accord avec vous. Je vous trouve très touchante. On sent toute la pudeur dans vos propos, la souffrance quand même qu'il y a derrière. Mais effectivement, c'est comme si vous assumiez aussi le fait d'avoir eu cette ambition professionnelle qui vous a nourri à un moment, mais qu'effectivement, aujourd'hui, vous mesurez que le prix à payer était quand même assez énorme. Fort. C'est ça. Non. C'est ça. Donc, mais on sent en même temps quelque chose de juste chez vous parce que c'est assumé. Vous avez fait un choix
avec les conséquences que ça a aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, moi, je trouve ça intéressant, cette histoire de changement de vie. Parce que c'est pas un hasard si ça s'est produit, que vous ayez été poussé ou pas. Mais c'était pour mettre autre chose dans votre vie. Et effectivement, une rencontre, de la place, si ce n'est pas pour la maternité, mais au moins pour une vie affective plus épanouie et plus nourrissante. Oui, c'est ce que je pense aussi maintenant. Là, vous rentrez chez vous tôt tous les soirs? Toujours au même endroit? Tôt, non, pas tôt, parce qu'on se lève très tôt. Je commence à 5 h le matin, et bon, avec un temps de pause l'après-midi, mais vous non, voyagez moins? Mais voilà, je suis sur place et je voyage beaucoup moins. Donc, Et l'adoption? Au cas où? Oui, c'est la solution. Bon, d'accord. Alors, on verra tout à l'heure comment vous vivez aujourd'hui, puisque nous sommes allés tourner un reportage. Et on va voir tous les chevaux que vous avez. Mais d'abord, nous allons faire une courte pause avant de découvrir donc la suite des témoignages de nos invités. À tout de suite. Vous aussi, vous pouvez témoigner dans toute une histoire. Après de multiples régimes qui se sont révélés inefficaces, vous ne savez plus quoi faire pour en finir avec vos problèmes de poids. Vous avez récemment fait un burn-out et vous êtes inquiet à l'idée de reprendre le travail. Vous souffrez d'un cancer du sein et vous vous demandez comment retrouver votre féminité. Pour participer à notre émission, vous pouvez contacter notre équipe au 0820 16 30 15 ou sur notre site internet. Mon papa buvait énormément. Et il était violent aussi, c'était un monstre. Il entrait dans des crises de violence terribles et dans ces moments-là, il vaut mieux ne pas être tout près. Mon père me hurlait dessus, il passait ses nerfs sur moi. Il a commencé à me dire que j'étais sa petite femme, qu'il m'aimait beaucoup. Et puis il a abusé de moi jusqu'à bien tard. J'avais 8 ans, j'avais un grand qui me courait après, qui voulait absolument me tabasser. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis retourné, je lui ai mis un coup. Et je me suis rendu compte ce jour-là que je pouvais me défendre. Et je ne sais pas pourquoi, ce qui m'est venu, c'est que je me suis plantée devant lui et je lui ai dit vas-y, frappe, puisque tu sais faire que ça. À cette date-là, j'ai pas le souvenir qu'il m'ait refrappé après. Je me suis battu comme un lion. J'ai fait de lettres modernes. Ensuite, je suis allé travailler dans le monde de la culture. Puis j'ai repris à nouveau des études et je suis devenu sociologue consultant. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'équipe de Jacques Lang comme attaché parlementaire. Je me suis dit, puisque je me reconstruis grâce à des psychothérapeutes qui me donnent l'amour que je n'ai pas eu, alors je vais devenir psychothérapeute un jour à mon tour. Pour un autre numéro de toute une histoire, actuellement enceinte, vous hésitez à accoucher à la maison. Vous aimeriez en savoir plus sur cette méthode pour prendre votre décision. Vous avez détesté votre première grossesse et vous venez d'apprendre que vous êtes à nouveau enceinte. Vous appréhendez ce qui vous attend. Vous avez déjà fait un baby blues et vous êtes actuellement enceinte. Vous craignez de rejeter votre deuxième bébé. Si vous vous sentez concerné, contactez la rédaction par téléphone au 0820 16 30 15 ou par le biais de notre site internet. Ce voyage, pour nous, c'était un grand rêve. C'était le premier voyage qu'on faisait avec mon mari et puis nos enfants. Il faisait très beau. Jusqu'à présent, tout allait très bien. On a entendu crier et à ce moment-là, tout va très très vite. Ça se met à tirer de partout. J'ai demandé à mon guide, est-ce que c'est un hélicoptère? Non, c'est pas un hélicoptère. À peine il avait fini sa phrase que la terre elle a commencé à trembler. J'avais un monsieur qui, lui, pleurait. Il m'a dit ma femme est morte, ma femme est morte. Elle était derrière, ils sont tous morts. C'est un cauchemar, on est comme en temps de guerre. On m'avait pris ma carte d'identité, il était hors de question que je quitte le territoire géorgien. Enfin, j'étais en larmes, effondrée, je ne comprenais pas ce qui se passait. On s'est tourné, et puis là on voit qu'il y a l'avalanche qui... Ça s'est passé tellement vite, mais en même temps, vous avez le temps tout de suite de réaliser que la mort est devant vous. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Parce que là, vous frôlez la mort. Maintenant, on réalise vraiment ce qui s'est passé. Sur le moment, on ne réalisait pas, mais maintenant, on en paye les conséquences. J'ai appris à me connaître aussi. Je suis capable d'un tas de choses, de surmonter beaucoup d'épreuves.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Les femmes que nous recevons aujourd'hui regrettent de ne pas avoir eu d'enfants. Vous me disiez tout à l'heure, ça donne chaud de parler de soi. Et je vous disais, vous ne devez pas avoir l'habitude de parler souvent de vous. Vous. Non, je dirais que ça va peut-être surprendre quelques personnes qui regarderont l'émission parce que je ne suis pas quelqu'un qui me plaint, je ne suis pas quelqu'un qui raconte... Pourquoi ça va surprendre des personnes? Ceux qui me connaissent très bien, peut-être pas. Ceux qui me connaissent moins, oui. J'ai pas pour habitude de parler de moi, de parler de ma vie privée, parce que je fais quand même un métier où on est très médiatisé et pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ça va les surprendre de vous voir ici, parmi nous aujourd'hui? Sûrement, sûrement. Ça va être un peu la découverte. J'ai toujours parlé du désir d'avoir un enfant. J'ai moins parlé du désir de ne pas en avoir eu. Parce que je ne veux pas me plaindre, parce que à côté de ça, j'ai vécu quand même une belle histoire. J'ai peut-être pas vécu celle que j'aurais aimé vivre. Une belle histoire d'amour? Comment? Une belle histoire d'amour? Non, une belle histoire, c'est... Professionnelle? Non, d'avoir eu un enfant et toutes les joies que ça apporte. Bon, je n'ai pas eu d'enfant. Maintenant, je vous dis, voilà, c'est de ma faute. J'en veux à personne et... Dites-moi, vous regardez cette émission tous les jours? Oui. Ça alors, ouais. Quand est-ce que vous trouvez le temps de regarder cette émission? Parce que ma pause elle commence à 14h et je commence ma sieste avec vous. Ah d'accord. Et après donc, en gros, vous vous endormez. Je regarde le début et souvent c'est vous qui me regardez. D'accord. Donc on vous endort quoi. En gros. Non, il y a des sujets qui sont très touchants. Bon, c'est une très belle émission. Donc vous souffrez de ce manque aujourd'hui dans votre vie? On sent bien, il y a le manque d'enfants, mais il y a surtout un désir de tendresse, de câlin et d'affection autour de vous. Hein. Oui, peut-être que j'en ai manqué aussi étant jeune, peut-être que ça fera peut-être pas plaisir à mes parents, mais bon, pas de ma maman, mais plus de mon papa, ça vient sûrement d'ici. Maintenant, je me dis que tout de suite, c'est pas là où je vais le plus mal. Je suis quelqu'un qui regarde un peu plus tard, et je me dis que, comme toute personne, mes parents vont me quitter un jour. Et je me dis, là, je pense que je vais rentrer dans une solitude. Et ça me fait un petit peu peur, ça m'angoisse. Vous avez 44 ans? Oui. Mais c'est le milieu de la vie, ça. Il reste tout à faire. Vous avez plein de choses à explorer. Vous avez une carrière professionnelle formidable. Voilà, maintenant, vous allez vivre autre chose. Vous pensez que je peux rebondir? Mais bien sûr. Vous vous rendez compte, 44 ans, c'est tout jeune, c'est tout petit bébé. Frédéric. Mais oui. Et en plus, vous avez amorcé une autre phase de votre vie. C'est une forme de crise de milieu de vie que vous vivez, où vous prenez conscience, effectivement, vous vous retournez derrière vous, vous voyez qu'effectivement, il y a des bonnes choses parce que vous avez fait une très, très belle carrière, dont vous pouvez être très fier, mais qu'elle a été au prix de sacrifices. Vous la connaissez, Fred? Bah non, mais j'aimerais bien. Pardon, excusez-moi. Elle fait beaucoup de cheval aussi. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Bah oui, il y a une famille. Mais c'est ça, là, vous faites un bilan et il y a autre chose qui s'ouvre devant vous. Donc, c'est ce que vous allez construire. Et puis, le fait d'être là aujourd'hui, puis d'ouvrir, alors que vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça marque autre chose. C'est que vous avez envie aujourd'hui de ça, de montrer plus la sensibilité de la Florence, qui n'est pas celle qui entraîne des chevaux à 21 ans. C'est assez extraordinaire. Mais voilà, la femme qui est aussi une femme et qui a besoin de douceur, parce que c'est un monde dur, les courses. Donc il y a besoin de tendresse et qu'il y a besoin d'être enveloppé. Et vous vous montrez. Donc à partir du moment où vous montrez là-dedans, vous allez attirer ça aussi. Ça vous arrive de vous habiller en fille? Quelle drôle de question. Avec des talons, avec des robes, des jupes, de vous maquiller? Non, je suis passée à la salle de maquillage. Là, ça m'a fait un peu bizarre, mais je me dis que quand je me suis regardée dans la glace, je me trouvais pas trop mal. Non, mais vous êtes charmante. Ouais. Si ça se trouve, vous allez avoir des réactions étonnantes, ne serait-ce que dans votre entourage professionnel. Oui. C'est-à-dire que même les hommes qui vous entourent là dans votre boulot, ils vont peut-être vous voir autrement, différemment, après ce témoignage. Évident. Je pense. Et si ça se trouve, l'amour vous tend les bras là et il est sous votre nez et vous ne le voyez pas tous les jours. Ben, je l'espère. C'est tout le mal que je me souhaite.
Bah, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et on est impatient de connaître la suite, mais je suis sûre que ça va arriver, moi. En tout cas, aujourd'hui, il vous manque un enfant pour être pleinement épanoui et vous tentez de combler ce vide grâce à votre passion pour l'équitation qui est toujours aussi présente dans votre vie. Et il y a quelques jours, vous avez accepté de nous ouvrir les portes de votre quotidien. Un autre sens à ma vie, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Maison Lafitte, dans les Yvelines, à 5 h du matin. Allez hop, parti. C'est déjà l'heure d'aller travailler pour Florence. Il y a 2 mois, cette ancienne jockey est devenue responsable d'écurie. Mais me mords pas, c'est bon. Elle vit sur place et tous les matins, c'est elle qui prépare les chevaux pour leurs courses. Je vais passer dans tous les box. Je vais regarder s'ils n'ont pas des petits bobos, s'ils n'ont pas des problèmes de peau. Et ça jusqu'en fin de matinée. Si Florence a choisi de se reconvertir, c'est parce qu'elle voulait avoir plus de temps pour elle. Avant, je commençais plus tard, mais c'était des journées qui n'en finissaient pas, avec pas de temps de pause, qu'ici on peut quand même récupérer l'après-midi en faisant une sieste. Donc j'ai forcément un peu levé le pied, et c'est pas plus mal. Mais même si elle a un peu levé le pied, Florence s'investit à 100% dans son nouveau métier. Florence, tu peux mettre les bandages de Rolona, s'il te plaît? Oui, Sullivan. La passion est restée intacte, malgré le nombre d'années passées dans ce métier-là. Ça reste toujours un métier de passion. Ah ça me saoule tous les matins. C'est pas vrai. Ils peuvent pas les mettre là, sans déconner. C'est toujours intéressant de pouvoir dialoguer avec eux, de savoir le ressenti qu'ils ont. J'ai l'impression de ne pas avoir tant vieilli que ça, même si c'est plus moi qui ai à cheval. Et bon, je leur donne des conseils. C'est ce qui me permet de m'épanouir au quotidien. Après, tu fais un nœud, mais tu ne serres pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Allez, bonne route. Ici, il y a des très bons cavaliers. Et... Non, c'est sympa. T'aurais besoin de moi, non? Un petit peu. J'arrive. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, toi, je te jure que lui... Oh. Après une matinée bien chargée, c'est seule que Florence rentre déjeuner dans son nouvel appartement. Et elle n'a pas encore trouvé le temps de défaire ses valises. La première chose que je fais en arrivant chez moi le midi, c'est d'allumer la télévision parce que c'est ma seule compagnie. C'est pas de la grande cuisine, j'ai jamais été cuisinière, donc c'est pas à 44 ans que je vais le devenir. Je préfère les petits plats à ma maman, ils sont bien meilleurs. Bon, le déjeuner idéal serait d'avoir du monde autour de moi, de pouvoir parler, autre chose que des chevaux, d'échanger, quoi. C'est un moment qui me manque et c'est vrai que ça revient souvent parce que c'est midi et soir. Le fait d'être entouré, ça met un peu de joie. C'est bon, je sais pas qui c'est qui m'a préparé à manger ce midi, mais... Allô? Oui, Romain? À cause de sa carrière de jockey, Florence n'a pas eu d'enfant, mais elle est très proche de son neveu Romain, âgé de 14 ans. C'est Tata, ça va? Ouais, toi, Tata, ça va? Ouais, impeccable. Je t'appelais pour savoir quand est-ce qu'on allait se voir, parce que ça n'a pas pu aboutir la semaine dernière. Romain, c'est l'enfant que j'ai pas eu et que j'aurais voulu avoir. C'est un vide que je comble avec les enfants des autres. J'ai tout de suite demandé à ses parents d'être la marraine, parce que je voulais être vraiment très proche de lui. Bon, je te fais plein de gros bisous. Ok, gros bisous, Tata. Allez, bisous, mon petit Romain. Au revoir. Allez, bisous. Au revoir. Ah, ça va, Flo? Depuis qu'elle s'est installée ici, Florence s'est rapprochée de Catel, l'une des femmes jockeys de son écurie. Elle a 18 ans de moins qu'elle. Malgré cette différence d'âge, les 2 femmes sont devenues très complices et Florence tient à lui faire partager son expérience. Ah, ça va nous faire du bien, ça. Si tu veux vraiment faire ta carrière, être jockey,
Tu t'exposeras aux problèmes que moi j'ai rencontrés. J'ai été comblée dans ma carrière professionnelle, mais à côté de ça, je suis toujours à la recherche. Oui, il y a un manque certain. Et voilà, il y a un manque certain. Donc, toi, quand tu m'entends parler comme ça, c'est quoi tes projets, toi? Je me dis que je n'aurai jamais la carrière aussi belle que tu as eue. Et puis avoir, oui, moi, je veux des enfants. Moi, à 26 ans, j'essaye de me projeter. Bon, j'aime mon boulot plus que tout. Et c'est vrai que j'ai un peu peur de me retrouver dans la même situation que Florence. C'est important pour moi de donner des conseils à Catel parce que c'est un peu mon miroir, quoi. C'est pas facile à cet âge-là de prendre une décision et de prendre la bonne, de choisir entre une vie privée et une vie professionnelle. Et bon, comme je le répète souvent, de réussir les deux, ça paraît très compliqué. Bon, bah la tienne. Chin chin. Alors moi, je considère que c'est quand même une chance. C'est une chance de vivre de sa passion, entouré de chevaux, dans la nature. C'est formidable quand même, tout ça. Ah déjà, oui, non, mais c'est une bonne base. C'est une bonne base, oui. Une bonne base pour construire l'avenir. Oui. Frédéric, quel conseil on peut donner à Florence pour l'aider à ne pas vivre dans le regret? Je pense qu'elle n'est pas dans le regret, elle l'assume. J'entends pas de regret. J'entends de la tristesse. Mais elle a l'impression que c'est déjà qu'il n'y a plus de possible. Alors qu'il y en a plein. C'est-à-dire que vous avez tourné une page de votre vie où la carrière professionnelle a pris beaucoup de place. Et là, vous ouvrez une nouvelle page de votre existence où vous faites plus de place à vos besoins personnels, vos besoins affectifs. Et c'est ça que vous montrez aujourd'hui. Plus vous allez le montrer dans votre vie quotidienne, parce que être une femme dans ce milieu-là, c'est avoir une image de femme forte tout le temps. Donc, qui dit femme forte, dit femme qui n'a pas de besoin, alors que vous en avez. Et de vous montrer dans la femme, de cultiver votre féminité, c'est pas forcément par l'apparence extérieure, mais par vos besoins de femme, qui sont de partage, de construire avec quelqu'un et de partager de l'amour et de la tendresse. Donc plus vous allez vous montrer là-dedans, plus vous vous donnez de chances de rencontrer des gens qui vous verront différemment, justement. En tout cas, aujourd'hui, vous l'avez montré, votre part de féminité. Oui, absolument. Merci. Véronique, comment vous réagissez au témoignage de Florence? Oui, je pense que Florence, elle a assumé son choix. Et bon, je me retrouve un petit peu dans sa façon de penser, puisque je pense qu'on a un petit peu le même parcours. Et donc, je pense qu'elle assume, et en même temps, elle a quand même aussi quelques regrets. Mais je pense que, on peut de toute façon pas faire marche arrière, et qu'après, il faut se construire de nouveaux projets. Et que c'est vrai que ça peut passer par l'adoption. Voilà, on peut trouver d'autres moyens de combler ce manque. Donc vous seriez prête à recourir à l'adoption? Oui, j'y ai déjà pensé d'ailleurs dès la quarantaine. Après, il y a toujours ce problème de trouver la bonne personne qui veuille aussi adopter en même temps que moi. Mais c'est vrai que j'ai toujours pensé Après, il faut peut-être revoir vos exigences. C'est difficile. On ne sait pas si quand on trouve quelqu'un, voilà, je pense qu'il y a je passe un petit peu la barre très haut. Et c'est vrai que à chaque fois, la bonne personne, on sait voilà, pas. Il y a jamais. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qui fait que il y a des barrières et que je ne peux pas avancer plus loin dans la relation parce qu'il y a. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Et je le vis peut-être. On n'en sait rien de ça, de toute façon. Non, mais je pense que j'ai effectivement peur de me lancer, peut-être parce que aussi je manque de confiance en moi. Et que pour moi, peut-être maintenant moins, mais les ruptures ont toujours été très difficiles pour moi. Puisque c'était un peu une remise en... Je me sentais beaucoup coupable de la rupture, responsable, et je me remettais beaucoup en question, en me disant souvent que c'était de ma faute. Et maintenant, je vis peut-être un petit peu les choses plus c'était pas du tout le cas. Pas du tout. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup culpabilisée à chaque rupture en me disant que j'avais peut-être effectivement pas assez confiance en moi et que si ça fonctionnait pas, c'était peut-être parce que j'étais pas assez bien, entre guillemets, pour faire la rencontre. Non, mais pas assez bien avec vous-même, certainement. Peut-être. Oui, aussi. Et puis pas assez confiante dans le fait que vous seriez capable, tout à fait. Même si vous viviez une rupture, parce que ça arrive, d'assumer aussi cet enfant et que l'histoire de cet enfant n'a pas à voir qu'entre lui et vous, ça a à voir aussi avec un père. Et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose dans votre histoire qui doit être bloqué à ce niveau-là. Oui.
Parce que vous envisagez la maternité comme vraiment quelque chose qui ne concerne que la mère et son bébé. Alors qu'il y a le père qui reste le père, même si, même si le couple conjugal n'existe plus. Voilà, c'est-à-dire que je me suis dit que si le couple ne fonctionnait pas, je me retrouverais seule avec l'enfant. Et je n'ai pas pensé que même si le couple ne fonctionnait pas, il y aurait quand même un père. Exactement. Voilà, moi c'était... après, il y aurait une relation... Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'abandon, c'est le vide, il n'y a plus rien. Oui, voilà, c'est le vide, il n'y a plus rien. Et si on me laisse, je serai seule pour assumer l'enfant, alors que je n'ai pas pensé que même si le couple ne fonctionnait pas, l'enfant aurait toujours ses deux parents. Exactement. Voilà. Tout à fait ça. Vous seriez un peu apaisée depuis que votre frère a lui-même eu un enfant? Tout à fait, voilà, donc à 46 ans. Donc au moment où finalement j'ai réalisé que c'était vraiment trop tard, là on m'a appris que j'allais être tata. Et là ça a été pour moi un apaisement. Je me suis dit que si j'avais pas eu d'enfant moi-même, il y aurait une descendance et ça m'a apaisée. Voilà. Et là j'ai été plus sereine justement dans mes rencontres parce que finalement le manque que je ressentais, il était non pas complètement comblé, mais il y avait une personne qui aurait peut-être besoin de moi ou qui... voilà, et c'était important à ce moment-là, ça a changé quand même pas mal de choses, je trouve. Vous avez quand même une piètre estime de vous-même. Hein. Certainement, oui. Incroyable, quoi. Il y a enfin au moins quelqu'un qui aura peut-être besoin de moi. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Oui, c'est vrai que je me suis dit peut-être qu'effectivement, je n'étais pas peut-être assez apte, pas assez apte à avoir... En tous les cas, vous n'aviez pas confiance dans votre capacité. Je n'avais pas suffisamment confiance dans ma capacité à assumer cet enfant. Et le fait que je place la barre très haut, c'était justement parce que je me disais, il faut que je rencontre quelqu'un qui peut-être me laissera jamais tomber. Et que voilà. Et comme je le trouvais pas, j'avais pas assez Mais comment personne ne peut savoir ça. Comment vous voulez savoir à l'avance que quelqu'un ne partira jamais? C'est impossible à savoir. C'est pour ça que je pense que j'ai toujours peur d'engager une relation. C'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose à dénouer par rapport à votre propre histoire, à votre enfance. Parce que cette non-confiance, elle est transmise aussi à travers l'éducation, à travers la faculté des parents à donner confiance à leurs enfants. Et c'est comme si vous, dans ce lien, vous étiez restée une fille et que vous ne pouvez jamais passer le stade de mère. Tout à fait. Et qu'on ne vous avait pas fait confiance dans cette capacité à grandir et à devenir vraiment adulte et à envisager une maternité. Et je pense que maintenant, j'ai quand même un peu plus de sérénité. Et je pense que plus que j'avais à ce moment-là et que maintenant, je suis un peu plus quand même sereine et que j'ai moins actuellement cette peur de l'abandon et que je suis plus prête à m'engager dans une relation qu'avant. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plus cette pression que j'avais aussi. Parce que voilà. Que vous mettiez aussi. Oui, que je me mettais. Depuis le début de l'émission, en tant que je n'avais pas trouvé la bonne personne, je n'avais pas trouvé la bonne personne. Compliqué, hein, j'étais pas prête à prendre de risques finalement. J'étais pas prête à prendre de risques. Ou alors vous avez tout fait pour... Ou j'avais tout fait, je me trouvais peut-être des mauvaises des excuses. Évidemment, vous avez tout fait pour cette personne-là, elle va pas pour telle ou telle raison, puis celle-là, elle va pas pour telle ou telle raison. Oui, et mais puis voilà. Tout ça, ce sont des mécanismes de défense qui traduisent une véritable angoisse et une véritable peur de ne pas être capable. Oui, tout à fait. Oui. Et je comprends que le fait d'avoir un neveu vous ait apaisé parce que du coup vous avez pu vivre l'amour pour un enfant et la maternité par personne interposée, avec l'angoisse en moins de la responsabilité de prendre en charge un enfant. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et vous, Florence, vous avez des nièces ou des neveux? Oui, j'ai un petit neveu qui est grand maintenant, qui a 14 ans. Mon frère a eu un enfant et c'est merveilleux. Je suis contente pour mon frère. Maintenant, c'est proche, c'est mon neveu, mon frère, c'est tout pour moi. J'ai une sœur aussi, mais qui n'a pas d'enfant. Donc. Qui a quel âge? Ma sœur? Ouais. 45 ans. Et mon frère, 46 ans. Donc vous êtes la plus jeune. Pourquoi elle n'a pas d'enfant, votre sœur? Je sais pas, j'ai jamais soulevé trop la question. Je pense qu'elle n'avait pas rencontré non plus la bonne personne. Là, elle est en couple depuis 2 ou 3 ans. Mais sûrement que dans le même état de figure que moi, elle a pensé que c'était trop tard. Je sais pas, ça fera un sujet de conversation quand... Après l'émission. Voilà. Quand vous la regarderez ensemble, peut-être. Voilà.
Christiane, vous avez dû prendre à 3 reprises la décision d'interrompre vos grossesses. Quand vous avez ressenti le désir de donner la vie, quand vous avez rencontré l'homme de votre vie, donc les médecins vous ont annoncé que ce serait compliqué pour vous. Et donc là, vous êtes sur le point de commencer le parcours de la PMA, oui. Voilà, vous le redoutez un petit peu, évidemment. Oui, tout à fait. C'est assez difficile, comme je vous l'ai expliqué, et les parcours ne se soldent pas, toujours par une grossesse. C'est obsessionnel chez vous, là, aujourd'hui? Tout à fait, c'est obsessionnel, c'est présent, c'est... Et vous savez, quand ça devient obsessionnel, ça complique les choses, justement. C'est quand oui, on lâche un peu prise. C'est ce qu'on dit, mais bon, pour moi qui avais été si fertile à l'époque, j'arrive pas à m'en défaire. À savoir que je puisse pas être mère aujourd'hui, c'est terrible pour moi. Votre mari est aussi inquiet que vous? Lui, il est assez confiant quand même. Il n'est pas si soucieux que ça. Puis il est confiant en l'avenir. Il se dit... il a déjà des enfants, lui? Oui, il a 3 grands-enfants, oui. Et votre famille en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, ils sont plutôt... alarmistes. Ils se disent à 37 ans, c'est trop tard pour pas avoir eu d'enfants. Et parce que là-bas, toutes mes petites sœurs ont déjà leurs enfants. Il faudrait aider Christiane à se libérer de cette culpabilité, à peut-être lâcher un peu prise pour... Lâcher prise, mais je pense régler cette histoire d'emprise maternelle et d'emprise familiale, parce que c'est comme si vous n'étiez pas encore libéré. C'est-à-dire que quand vous ne faites pas d'enfants, ça ne va pas. Vous voyez, au moment où vous pouviez faire des enfants, ce n'était pas le moment. Donc, ce serait important de, me semble-t-il, surtout si c'est obsessionnel et puis il y a de la souffrance derrière ça, et surtout si vous êtes dans une démarche de PMA, de vous faire aider par un psychologue. Par un psychologue? Oui. Je pense que ce serait bien pour vous aider à dénouer des choses qui peuvent rester bloquées par rapport à votre histoire et par rapport à cette emprise maternelle. D'accord. Ça me semble très important. Merci de nous avoir livré vos histoires. Vous nous tenez au courant. Christiane, Florence et Véronique, on croise les doigts pour vous et on espère que l'avenir vous permettra de répondre à ce désir d'enfant. Merci d'être venu nous voir. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à Frédéric. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver la rubrique Toute une histoire ce week-end en version féminin. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue. A tout de suite. Vous vous souvenez peut-être de Francis, qui avait été le pâtissier du palais de l'Élysée pendant plusieurs décennies. J'ai fait 10 ans avec les Chirac. C'était mes 10 meilleures années. Depuis qu'il est à la retraite, le quotidien de Francis n'est plus tout à fait le même. Quant à Henri, il avait servi auprès du président François Mitterrand en tant que garde du corps. Vous connaissiez quoi de sa vie et de ses secrets? Quand vous faites de la protection, vous protégez aussi les informations. Donc forcément, on n'a pas envie d'aller raconter tout ce qu'on sait. Aujourd'hui, Henri évolue toujours dans le monde de la protection rapprochée, mais pour des missions d'un tout autre genre. Nous découvrirons la suite de ses péripéties dans quelques minutes dans l'Histoire continue. Do it my way.